Bonjour, bienvenue à tous. On est aujourd'hui le vendredi 17 mars et nous enregistrons cet épisode exceptionnel de course épique dans le cadre de l'Ecotrail Paris en direct depuis le stade Émile-Antoine et plus précisément au village Sport Planète à quelques encablures de derrière nous. Qu'est-ce qu'il y a juste derrière si on regarde? La Tour Eiffel. Bravo. Première question réussie avec succès. C'est pas une question qui pique cette fois, si, mais elle va venir, t'inquiète pas. On n'y coupe pas. J'ai le plaisir de recevoir donc aujourd'hui, vous l'avez entendu, Sissi Cusso à mes côtés, Jérôme Toulouse, qui est le directeur de course de l'Ecotrail Paris, Cathy Scheid, et puis Salomé, qui est en bout de rangée, qui va nous faire le plaisir de traduire les propos de Katie, si nécessaire. En tout cas, Katie parle très bien français, comprend très bien français, mais il y aura peut-être parfois besoin, sur certaines nuances, d'avoir une traduction. Donc c'est Salomé qui va s'en charger. Petit instant éphéméride, c'est traditionnel de course épique. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Edgar Gros-Piron qui a 54 ans. Il en fait 15 de moins toujours. Et le petit dicton du jour qui vient de disparaître, c'est quand il fait doux à la Saint-Patrice, de leur trou sortent les écrevisses. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un point de vue sur cet adage-là. Moi, j'ai pas trop d'idées. Pas grand-chose à dire. Parce que là, tu trouves qu'il fait doux? Ouais, ça, oui. Alors, on est en extérieur. J'ai oublié de dire, on enregistre cet épisode en extérieur. Il y a du vent et on n'a pas très très chaud. Avant qu'on se lance dans le cœur de nos échanges, je vais vous proposer une petite présentation de nos invités. Je vais commencer par toi, Katie. Tu es américaine, tu es née dans le Maine, à Gardiner. How do we say in English? Yeah, I was born in Gardner, Maine. Gardiner, Maine. Tu as récemment eu 31 ans, 24 février, c'est ça? Ton anniversaire? The 24th of Ouais, c'est ça. January. Ah, January. Ouais. Yeah. Ok. Tu vis en France, dans les Alpes-Maritimes. Tu as beaucoup pratiqué le sport dans ta jeunesse, plein, notamment du hockey sur gazon, avant de t'intéresser à la course à pied et puis aux activités outdoor au sens plus large. En 2015, tu prends part à ta première course, la Logan Peak Trail Run, une course longue de 28 miles, donc 45 km, que tu gagnes. Voilà, sans surprise, c'était le début déjà. Tu arrives en Suisse en 2016, tu t'installes à Zurich pour entreprendre des études de doctorat à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Et dans un registre un peu plus personnel, tu as la chance, on peut le dire, de partager la vie de Germain Grangier, ou il a la chance de partager la tienne peut-être, on va le dire comme ça, c'est plus diplomate. Donc beaucoup connaissent les valeurs des performances sportives et surtout du sens de l'humour, c'est quand même aussi ce qui caractérise Germain. Là, c'est un exercice périlleux, je vais me lancer dans la liste un peu de ton palmarès sportif. Donc on en a pour un bon quart d'heure à mon avis. Tu as gagné tout récemment le Coastal Rail Challenge au Costa Rica, ça avait l'air bien chouette. L'UTMB Mont Blanc évidemment, le Val d'Aran UTMB 2022, la Maxi Race en 2022, le Ventoux en 2021, l'UTCAM en 2020, les 90 km du marathon du Mont Blanc en 2019, deuxième de la Pyramenta été j'imagine en 2018, sixième de l'UTMB Mont Blanc en 2019, huitième en 2021. Il y en a plein d'autres, c'est beaucoup, ouais. Et c'est que le début, voilà. Tout y est, est-ce que j'ai dit l'essentiel, Cathy? Tout y est? Did I get it right? About... Yeah, I think so. Did I miss something? No? I think you got everything. Yes. Okay. I would say that although my first race was in 2015, I was doing quite a bit of what I would now call trail running before then. So it's not that I just randomly did a race and won. I had already done a very long 75-kilometer traverse through the mountains 3 times. But it was off, c'était en off, c'est ça? Yeah. Premier dossard en tout cas. First bib. I will just translate for. Donc Cathy nous disait que effectivement le trail running c'est quelque chose qui fait partie de sa vie, mais qu'en 2015 elle faisait déjà des courses en off, puisqu'elle a participé à des courses en off et notamment 3 fois un 75 km. Donc c'est une pratique qu'elle connaît déjà. Si, c'est à toi. Tu es né au Mans, dans la Sarthe. Tu as 40 ans. Bientôt 41. Bah oui, mais toujours 40. Le sport a été présent dans ta vie pendant très très jeune. Tu as commencé par la gym à l'âge de 6 ans, puis l'athlétisme et la piste à partir de 10 ans, c'est ça? C'est ça. Après le bac, tu as fait une prépa HEC, puis école de commerce à Toulouse. Voilà, tu vis désormais l'essentiel de l'année à La Réunion, j'allais dire à Paris, mais non, on aimerait bien, mais on ne peut pas te le souhaiter non plus. Moi, je préfère La Réunion à choisir. Donc on est d'autant plus ravis que tu sois là. Palmarès lui aussi très évocateur. Tu as gagné l'intégrale d'Écosse, le trail au Cap-Vert, l'éco-trail de Stockholm, l'éco-trail de Genève, le marathon trail d'Angkor aussi au Cambodge. Tu as été deuxième au marathon des Sables l'année dernière. J'avais le plaisir d'être pas très loin de toi. L'éco-trail Paris, c'est une course que tu connais très bien aussi, puisque tu as remporté cette course. C'est le format 80 km à 3 reprises en 2016, 2018,
2021, tu as été deuxième en 2017-2019. Tu as remporté aussi le 50 km en 2013, voilà, donc c'est une belle histoire d'amour avec l'éco-trail, on peut le dire. 9e participation. Et j'ai le Incroyable, dossard numéro 9. incroyable, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et puis tu as fait la TDS, et puis tu as fait la Diagonale des Fous, tu as fait fini 4e, puis 5e, si je ne dis pas de bêtises, avec double fracture main péronée incluse sur l'édition il y a 1 an et demi. Voilà. C'est ça, ouais. Beaucoup de courses plaisir et beaucoup de la chance de voyager, de voir du pays, de rencontrer des belles personnes. J'aime beaucoup ce sport pour ça aussi, donc voilà. L'esprit trail, le fameux. À côté de toi, entre vous deux, donc Cathy et Sissi, on trouve Jérôme Toulouse. Jérôme qui est coordinateur global et directeur de course de l'Eco-Trail Paris. Salut Jérôme. Salut Guillaume. Ça va? Ouais, ça va, à quelques heures du départ de cette Combien de 16e galères et édition. d'imprévus aujourd'hui là? Aujourd'hui, une petite dizaine. C'est les standards à peu près ça? Ouais, on est à peu près dans les standards à peu près. Parfait. J'ai une première question pour vous. Je vais commencer Sissi et toi aussi Cathy. Imaginons qu'on soit à une soirée où vous êtes avec plein de gens qui ne sont pas du tout dans l'univers de la course à pied et que vous leur expliquez que vous êtes athlète élite ou de haut niveau. Quelle est la première question que les gens vous posent? Est-ce qu'ils savent quoi vous poser comme question? C'est quoi la première chose qui les intéresse et les intrigue quand ils vous connaissent pas du tout, quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'univers de la course à pied? Si, tu as une idée? Ils ont des questions, alors, ils n'ont pas de questions? souvent, c'est déjà pourquoi tu cours? Ok. Pourquoi Aussi tu longtemps. cours comment tu fais pour courir aussi longtemps? Et puis après, c'est des questions plus d'entraînement. Combien de kilomètres tu fais par semaine? Ça, c'est pour les personnes qui sont sportives et qui s'intéressent. Mais c'est vrai que la question qui revient très souvent, c'est pourquoi tu cours? Pourquoi tu te fais mal? C'est vrai que c'est beaucoup ça en fait. Parce que je pense que il faut prendre du plaisir dans cet effort pour savoir pourquoi on le fait. Et c'est vrai que quand on ne pratique pas, on n'arrive pas forcément à comprendre qu'on peut prendre du plaisir dans la douleur, quoi. Et voilà, c'est souvent... et c'est dur d'expliquer, en fait. Pourquoi... Et c'est difficile pour eux de comprendre. Voilà, c'est ça. On ne se comprend pas toujours, mais c'est rigolo. C'est un long débat. Et puis s'il y a quelques bières déjà avant qui ont été prises, c'est encore plus drôle. Et toi, Katie, qu'est-ce qu'on te pose comme question? Les gens qui ne sont pas du tout dans l'univers du trail running, quand ils te rencontrent? Yeah, I would say the same. They ask, why do you do that? Then also they'll ask if they kind of know about racing a little bit. Maybe they'll ask, and how long do you sleep in the middle? Which normally the answer is 0. Or yeah, also how do you train? What do you do every day? You only run, which is a common question. Full-time job. Yeah. Salomé. Merci. Donc c'est plus ou moins la même chose que pour Cathy. Les gens lui demandent pourquoi elle court, combien d'heures elle dort, comment elle s'entraîne, est-ce qu'elle fait uniquement dormir, elle veut que courir, pardon, est-ce qu'elle fait d'autres sports. Donc voilà, c'est globalement les mêmes questions, les mêmes réponses que Sissi. Sissi, donc on l'a dit, on est à Paris. Jérôme, il y a des questions qui arrivent pour toi, ne bouge pas. Je laisse. Oui, effectivement, je suis bien posé là. Je peux à tout moment m'endormir. Oh, sympa. Sissi, la première chose que tu fais ou que tu as envie de faire quand tu arrives à Paris, j'imagine que tu as des sollicitations dans tous les sens, mais en admettant qu'elles n'existent pas, la première chose que tu prends plaisir à faire quand tu viens ici? Je vais au Starbucks. Ok. Parce que j'adore le chai latte au lait de soja. Et à La Réunion, il n'y a pas de Starbucks. Donc voilà, je sais, c'est très américain, c'est pas très local. Mais voilà, j'adore aller me prendre mon petit chai latte là-bas. Voilà, j'ai répondu à ta question. Tu as parfaitement répondu à ma question. Et toi, Katie, tu viens à Paris peut-être moins souvent? Tu viens souvent à Paris? Non, c'est mon 12e fois à Paris. Ok. Et Qu'est-ce que tu as envie de voir quand tu viens ici? Pour moi, c'est plus les restaurants, les cafés. On n'a Ok. pas beaucoup de restaurants chez nous. Peut-être pas un Starbucks pour toi, tu connais? Non, à Nice, oui, mais on n'est pas toujours là. Ben oui, des cafés, des trucs plus intéressants de manger. Cathy, donc tu l'as dit, c'est la deuxième fois que tu viens à Paris. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de monter sur la Tour Eiffel ou ça va être une première demain, on l'espère? Oui, j'ai pas déjà monté, donc demain ça va être
ça va être intéressant. Katie, c'est donc ta première participation à l'Eco-Trail cette année. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à la ligne de départ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de découvrir ce format parisien de trail? I think this is a good question because a lot of people have asked me this because typically I run more in the mountains. But for me, it's really what I find interesting in sport in general is to really challenge yourself and be outside of what you're used to. So for me, this was a big challenge to step outside of my comfort zone, run in a place I've never run before. I've never run in this type of like faster, flatter race. I know it's not completely flat, but much flatter than normal. So I'm just excited to challenge myself and see how I react in a new environment. Donc effectivement, il y a pas mal de personnes qui visiblement posent cette question à Cathy. Donc elle trouve ça intéressant de se challenger elle-même parce que finalement ça la fait sortir de sa zone de confort que d'être sur un terrain plutôt plat, que de courir sur de la route, sur une course qui sera probablement plutôt rapide et avec plutôt des faux plats. Donc elle trouve ça plutôt excitant et intéressant de sortir de sa zone de confort et de tester de nouvelles choses. Si, tu es une habituée de la course, je l'ai dit, tu l'as dit toi-même d'ailleurs, 9e participation. C'est des raisons différentes qui te mènent à l'Eco-Trail. Chaque année, tu viens chercher des choses différentes, c'est ton rendez-vous régulier. T'aimes pas la Réunion au mois de mars, il y a trop de soleil, c'est ça? Tu veux venir chercher un petit peu de temps tempéré ici? Oui, il y a une symbolique pour moi parce que c'était l'une des premières que j'ai faites en trail. Moi, j'ai commencé le trail en 2013. Donc c'est vrai que j'ai commencé par des petites distances. J'avais fait le 50 km à l'époque. C'était à l'époque la plus longue distance que j'avais jamais faite de ma vie. Donc je l'avais remportée. Pour moi, c'était incroyable. C'était une surprise. Je m'y attendais pas du tout. Et je trouvais que le challenge d'organiser un trail à Paris était ambitieux et qu'il était réussi. Et j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour l'organisation. Et je trouve que voilà, le challenge est beau. Et l'idée de trouver des coins de verdure en ville me plaît beaucoup. J'avais fait aussi d'ailleurs l'Eco-Trail de Stockholm et Bruxelles et Genève. J'avais adoré aussi. Donc voilà, le concept, j'aime beaucoup. Moi, j'aime courir sur tout terrain en fait. Je suis pas montagnarde à la base. Ce que il y a j'aime, les Alpes c'est Mancelles courir. quand même. Oui, mais voilà, j'aime courir sur tout terrain et je trouve que la symbolique d'arriver sur la Tour Eiffel est vraiment géniale. Donc vraiment un bel événement et du coup j'ai à cœur de revenir, même s'il y a plein d'autres belles courses ici en France et puis dans le monde entier. Mais voilà, il y a cette symbolique que j'aime beaucoup. Et puis cette histoire avec mon rapport au trail qui fait que j'ai commencé ici. Et voilà, du coup j'arrive pas à ne pas venir. Pour l'instant, il y a juste l'année dernière en fait où je suis pas revenue. J'ai choisi d'aller ailleurs, au Marathon des Sables d'ailleurs. Voilà, mais je suis très contente de revenir cette année et c'est pour les mêmes raisons que je reviens. Et puis je sais, je connais bien le parcours, je sais exactement les coups de mou que je vais avoir, à quel moment, et c'est toujours pareil en fait. Le schéma se répète. Moi, je sais à quel moment tu vas me dépasser quand je serai sur le 45 aussi. J'ai bien repéré à chaque fois à Saint-Cloud le moment où tu me dépasses. Jérôme, prépare-toi parce que la prochaine question sera pour toi. J'ai une dernière question pour Sissi avant de te passer la main. Sissi, donc ça fait 10 ans, l'Eco-Trail, ta pratique à haut niveau. C'est quoi c'est forcément plein de paramètres, mais pour durer au haut niveau, il y a beaucoup de disciplines. Je pense qu'il y a surtout énormément de plaisir. Il y a aussi, je pense, un peu de prise de hauteur et de recul aussi et l'expérience qui font que tu arrives à avoir des résultats encore probants et puis surtout beaucoup de plaisir sur les sentiers aujourd'hui. Ben ouais, tu l'as dit, pour moi le plus important c'est de faire les choses avec envie, avec plaisir et pas se sentir forcé et surtout de les faire pour les bonnes raisons. Donc aller s'entraîner sans se sentir forcé, contraint, pas traîner les pieds en disant oh là là, faut que j'aille à l'entraînement, comme on pourrait dire oh là là, faut aller bosser. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir toujours cette envie. Savoir s'écouter, quand t'as pas envie, c'est souvent que t'es fatigué, donc savoir dire non, c'est pas grave, j'y vais pas, c'est pas grave si je saute une séance. Et puis bien intégrer la progressivité. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui démarrent tout de suite sur des ultras
qui se blessent, qui se dégoûtent, parce que le corps n'est pas préparé, la tête aussi n'est pas préparée. Je pense que voilà, c'est un tout qui fait qu'on doit vraiment y aller step by step, étape par étape, prendre le temps. Et puis l'ultra n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas penser que quand on fait du trail, il faut forcément faire des ultras comme quand on fait la route. On n'est pas obligé de faire des marathons. On n'est pas tous faits pour la longue distance. Donc je pense qu'il faut aussi trouver son truc. Il y a des gens qui sont plus de la montagne, d'autres qui préfèrent la ville, des gens qui préfèrent la longue distance, d'autres qui sont plus rapides. Il faut trouver son truc et puis il faut kiffer. Voilà. Et puis aussi parfois savoir se détacher de la performance et se dire que le but c'est de donner le meilleur de soi et voilà, se détacher d'un résultat ou d'un chrono et le but c'est de donner le meilleur de soi. Voilà, pour moi c'est ça l'objectif. Jérôme, on va sortir les archives. Donc en -5 avant Sisycusso, c'est-à-dire en 2008, sur l'éco-trail parisien prenait naissance. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la jeunesse de la course? Tu as été très rapidement sur le pont pour l'éco-trail Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est née cette course? Oui, effectivement, moi j'étais pas à la base de la fondation de l'événement, donc les fondateurs en fait qui étaient des coureurs passionnés en fait qui vivaient en région parisienne ont décidé de créer une course justement sur leur terrain de jeu, sur leur terrain d'entraînement. En 2007 en fait l'idée est venue et en 2008 elle s'est concrétisée, donc c'était un 16 février il me semble 2008. Je n'étais pas là mais bon voilà, on apprend aussi un petit peu de l'histoire de notre événement et ils avaient envie, les fondateurs avaient envie justement de faire découvrir le patrimoine culturel et historique de la région Île-de-France, donc une région qui est riche et de prouver qu'on pouvait courir aussi dans les sentiers en Île-de-France. Et on se retrouve sur un 80 km à 92% de sentiers, sur les forêts de l'Ouest francilien. Et c'est quelque chose en fait que les premiers participants, les quelques 1000 premiers participants qui nous ont fait confiance, ont été bluffés en fait. Ils ont été bluffés de venir se dire. À Paris, on peut trouver autant de forêts, autant de sentiers, et c'était en fait c'était un vrai challenge déjà d'organisation. Et donc il y a eu toute cette partie découverte qui est découverte du patrimoine culturel et historique de la région, qui était vraiment une vraie volonté de base. Et puis il y a toute la partie éco-responsabilité également qui était au cœur des préoccupations justement des fondateurs qu'ils ont voulu ancrer dans l'ADN de l'événement. Ils étaient en avance de phase, c'est un sujet qui est oui, aujourd'hui tout à fait, parce qu'en 2008, c'était pas forcément de conscience commune justement d'avoir cette démarche de développement durable. Et tout ce que souhaitaient en fait les fondateurs à la base, c'était ne pas polluer justement les terrains, leur terrain de jeu, leur terrain d'entraînement, les forêts. Et donc c'est très très vite en fait, il y a eu des mesures qui ont été prises dans le cadre de l'événement justement pour s'éviter ça. Et tu peux nous parler de ton lien plus personnel, toi à l'éco-trail que tu as rejoint en 2009 et les conditions dans lesquelles ça s'est passé pour toi au début, ça a été l'épreuve du feu? Moi j'étais en année de césure en 2009-2010, donc un an pour me faire une première expérience marquante en événementiel, et j'ai fait un stage de 9 mois. J'étais responsable logistique de l'événement. On était à l'époque 4 ou 5 à travailler sur la globalité de l'événement, qui était déjà une belle machine, hein. Il y avait le 80 km, il y avait le 50 et le 18 et les randonnées marche nordique à cette époque-là. Et c'est vrai que j'ai tout de suite un peu pris la mesure de la difficulté qui m'attendait pendant ce stage. Et donc responsable logistique, donc pendant 9 mois j'ai travaillé avec Hervé, l'un des fondateurs de l'événement. Dont on avait un petit local à côté de sa maison, qui ont travaillé dans les conditions sommaires. C'était les prémices aussi de l'événement. Et j'ai passé donc toute la prépa où effectivement j'en ai pas mal bavé. Et puis je me suis retrouvé à la semaine opérationnelle, donc la semaine qu'on est en train de vivre là, dans un parking souterrain au Palais des Sports. J'étais habillé, tout à fait. Ouais. Entre 4 ou 6 barrières ERAS, à trier du matériel pendant toute la semaine. Et sur la semaine, j'ai dû dormir 3 heures au cumul. Tu t'es fait un bel ultra, toi, ouais. L'ultra parking, ouais, l'ultra parking.
parking, tout à fait. Je n'ai pas vu l'événement. Donc j'étais vraiment dans le parking à dormir ces 3 heures cumulées dans un camion, dans un camion utilitaire. Et je me suis posé la question justement de qu'est-ce que je faisais là en fait. Je me suis dit qu'est-ce que je fais là en vrai. J'avais envie de bosser dans l'événementiel, là je me pose vraiment la question. Et puis le dimanche, le jour des randos, c'était le jour des randos et des marches nordiques, j'ai pu sortir un peu la tête de mon parking et j'ai été voir l'arrivée des randonneurs et des marcheurs nordiques qui étaient sous la tour Eiffel. On avait un chapiteau qui était installé là-dessous et j'ai vu les sourires. J'ai vu les sourires des gens et là j'ai eu un déclic en fait. Je me suis dit voilà, j'ai eu ma réponse en fait à la question que je me posais la veille. Ouais. Pour qu'est-ce que je faisais là, parce que le samedi effectivement j'étais bien blanc et puis ça a été une semaine plus qu'intense et 9 mois de préparation aussi très très dur. Les formats de course ils ont un peu évolué depuis, là tu parlais des marches nordiques. Est-ce que tu peux juste donner un aperçu à nos auditeurs et aux gens qui nous regardent de là aujourd'hui les formats de course qui sont proposés dans le cadre de l'Eco-Trail Paris? Oui, donc aujourd'hui, sur cette 16e édition, on a 7 épreuves. On a 5 trails de 10 à 80 km, donc 10, 18, 30, 45 et 80 km, et 2 marches nordiques de 10 et 18 km sur les parcours des trails existants. Sissi, tu portes beaucoup de dossards dans une année. L'année 2023 a déjà commencé pour toi avec une victoire d'ailleurs à Saint-Rémy-de-Provence. L'Eco-Trail il s'inscrit plutôt en début de saison. Est-ce que c'est déjà un peu un indice sur ce à quoi pourrait ressembler la saison à venir? C'est un marqueur pour permettre d'en savoir un petit peu plus ou c'est trop tôt pour savoir comment va se dessiner la suite de l'année sur ton état de forme, en tout cas sur les promesses de l'année qui arrive? Heureusement, dans une année, c'est vrai qu'on a la forme qui fluctue et puis on peut parfois être pas super bien au début de saison et ça peut switcher ensuite, comme inversement. Il n'y a pas vraiment de règles en fait, donc je pense qu'il ne faut pas trop miser sur une course et pas se décourager si on n'est pas forcément en forme parce que comme tu le disais si bien, c'est le début d'année. Moi j'ai la chance d'habiter au soleil donc j'ai pu m'entraîner, mais c'est vrai que pour les gens, Cathy elle habite à la montagne, il y avait la neige, elle a fait beaucoup de ski, peut-être qu'elle a peut-être pas couru comme elle voudrait, enfin voilà, tout dépend de comment on se prépare. Donc c'est un bon indicateur de forme au niveau blessure, mais l'année est longue, donc faut pas se focaliser là-dessus, faut pas se formaliser si c'est pas forcément la grande forme. Et inversement, on peut être en super forme et puis derrière accuser un coup de moins bien. Donc voilà, ça donne des indications, mais il faut prendre ça avec des pincettes quand même. Une légère tendance. Katie, quelles sont toi tes intuitions sur la course demain? Qu'est-ce que tu imagines de l'Eco-Trail? C'est quoi l'idée que tu t'en fais sur la base de ce que tout le monde a pu te raconter de l'Eco-Trail? Comment tu imagines la course? I'm not really sure. I'm trying to listen to Cece's advice. Maybe we can talk after. For me, it was more. I was using this race more as like a small goal to look towards through the winter months when, yes, I wasn't running in the most beautiful places because I'm skiing in the beautiful places right now. So it was kind of giving me the motivation to keep running through the winter, knowing that I had this on the calendar. And yeah, that's more what the course was for me. Now I'm using French words. That's more what the race was for me in my head, was like just a goal to keep me moving through the winter, like in my shoes. I was still skiing quite a bit. Traduction de Salomé dans quelques secondes. Donc Cathy a bien écouté les conseils de Sissi parce que voilà, pour elle la course c'est un bon petit objectif. C'est vrai qu'elle a passé l'hiver à skier dans les montagnes, à skier dans des endroits magnifiques. Donc là c'est une bonne occasion pour continuer de bouger après la sortie de l'hiver. J'ai entendu dans un autre podcast que tu étais souvent nerveuse avant les courses. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Et puis est-ce qu'il y a une source d'appréhension particulière sur l'Eco-Trail Paris? Il n'y a pas de loup, il n'y a pas d'ours, ne t'inquiète pas. On est tranquille. Il y a des pigeons peut-être. It's not the bears that make me nervous. No, I think no, I've definitely gotten better at like being less anxious, I would say, before racing. But I think if you're not nervous, then you shouldn't be at the start line because it means you're not excited and you're not wondering what's going to happen. And for me, that's why I come to races, because you don't know what's going to happen, and yeah, you have the whole race to figure out what's going to happen, and that's a good kind of nervous. So yes, I am nervous because I'm very excited. Salomé, c'est à toi. Alors
Cathy nous disait que si on n'était pas nerveux, être nerveux sur une ligne de départ, c'est plutôt normal. C'est plutôt d'une palette qui n'est pas normale. Et là, voilà, elle ne sait pas vraiment ce qui va se passer sur la course. Et c'est ce qui rend finalement l'expérience aussi excitante pour elle. Merci. Jérôme, qu'est-ce que ça fait dans la vie un coordinateur global et un directeur de course? Est-ce que tu peux nous donner à comprendre un peu mieux ton rôle? Là, je pense qu'il y a plusieurs phases évidemment dans une année, et puis là, tes fonctions sont très particulières, j'imagine, en cette veille de course et demain. Est-ce que tu peux nous donner à comprendre un peu comment s'organisent les grands cycles de ton année, tes grandes missions, et puis concrètement, demain, quel grand jour sur lequel toutes les courses vont prendre le départ? Comment tu vas occuper ta journée? Quelles sont tes responsabilités? Demain, je suis censé ne rien faire, ça serait bien dans l'idée, mais effectivement, depuis un an, depuis la fin de l'édition 2022, on a commencé à travailler sur l'édition 2023 déjà. Donc, c'est quoi le rôle d'un coordinateur global et d'un directeur de course? C'est de piloter le projet dans sa globalité. On a une équipe d'une quinzaine de personnes qui travaillent à l'année sur ce beau projet, donc c'est d'essayer de coordonner l'ensemble des équipes, de faire des points assez réguliers avec chacun pour que tout se coordonne bien le jour J. On a une quinzaine de personnes qui bossent à l'année, on a 500 bénévoles qui travaillent avec nous depuis déjà quelques semaines. Et donc voilà, c'est essayer de faire au mieux. Il y a la construction d'un budget qui est respecté sur l'événement. Il y a toute la stratégie de l'événement à créer, à suivre, à affiner au fur et à mesure des mois, à faire évoluer aussi. Donc c'est plutôt ça sur la partie pilotage global du projet. Et la partie directeur de course, c'est m'assurer justement que toute la partie compétition soit équitable, juste avec tous les athlètes, que ce soit les élites ou que ce soit les concurrents lambda qui vont participer demain aussi. Donc il y a tous les volets sécurité, tout le volet bénévole également. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Je ne peux pas être exhaustif dans la liste des missions qu'on peut avoir sur ce rôle-là, mais c'est pas moi qui gère tout ça. C'est vraiment le travail de toute une équipe tout au long d'une année complète, et on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet à partir de septembre de l'année précédente, pour pouvoir sortir un événement aussi complexe. Est-ce que tu penses que tu vas avoir une nuit un petit peu plus agitée que celle de Cathy ce soir-là? Oui, peut-être un peu plus courte aussi. En tout cas, je l'espère pour toi, Cathy. Oui, la nuit va être courte. Un ultra qui part pas à 6h du matin ou 4h du matin, c'est bien, non, quand même? Non, si, ou Cathy, de pouvoir partir à 11h, c'est le luxe quand même de partir. Ouais. J'adore. Incroyable. Tu te lèves à 7h30, tu prends un gros petit déjeuner à 8h et t'arrives, t'es bien. T'as même le temps d'aller faire une petite sortie avant? Presque. Non. Ouais, non. Quand même préparer ses affaires. Mais moi, c'est l'heure idéale pour un départ. C'est parfait. Ne changez rien. Il y a un classique dans l'émission que tu connais, Sissi. Tu as été la première avec qui j'ai eu l'occasion de le faire d'ailleurs. J'avais posé une question sur la densité de la population en Patagonie quand tu m'as raconté ton Ultra Fjord. Cette question qui pique, elle va être en lien avec notre voisine du jour, la Tour Eiffel. J'ai une petite question pour vous. Il y a un restaurant, Katie, je ne sais pas si tu sais, au 2e étage, je crois, de la Tour Eiffel, qui s'appelle le Jules Verne. Et il s'y passe en moyenne 2 fois par jour quelque chose de particulier. Est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez répondre tous ensemble. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut se passer en général 2 fois par jour dans ce restaurant, le Jules Verne? Par jour ou par soir? J'ai pas le détail, mais c'est pas forcément, en tout cas, c'est pas lié forcément au soir-nuit. En tout cas, c'est une excellente question. Hein, vraiment. Pourtant, je connais bien la Tour Eiffel, hein, mais c'est lié plutôt aux gens qui viennent dans le restaurant. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée quand on va dans un endroit aussi joli? Une demande en mariage? Une demande en mariage, absolument. 2 fois par jour. Donc là, il y a probablement, statistiquement, il y a déjà eu une demande au moins dans la journée. C'est pas mal quand même. C'est beau. C'est élégant. Ça nous hein. fait rêver. Alors j'en ai une autre en bonus. C'est Jean qui a travaillé dessus. La Tour Eiffel, elle fait quelque chose de bizarre l'hiver. Il y a quelque chose qui se passe de particulier avec la Tour Eiffel l'hiver. Vraiment sur la tour elle-même. Quand il fait froid. C'est par rapport à la couleur, peut-être? Non. Pas facile, hein. Pas d'idée? Elle rétrécit? Elle rétrécit.
Jérôme, tu es en train de regarder sur mes fiches, non? C'est ça? Ça fait 2 bonnes réponses que tu trouves. Je suis un petit peu loin. Mais... Ouais, t'as un bon regard. Effectivement, elle rétrécit de 4 à 8 cm voilà, quand il fait froid. Ah ouais. Et je crois qu'elle a rétréci jusqu'à 18 cm, si j'ai bien suivi. C'est son. Voilà. Alors là, Vous pourrez le dire ce soir au dîner en ville, ça va faire très forte impression là. Je pense que voilà, les gens vont être très étonnés. Katie, la dimension environnementale, elle est assez centrale, même très centrale dans la naissance de l'éco-trail. Est-ce que toi, ça impacte aujourd'hui la façon dont tu pratiques la course à pied? Est-ce que ça peut influencer tes décisions et ton agenda de course et ton calendrier de course? J'imagine tous autour de cette table qui n'existe pas, mais on prend en compte et on ajuste nos comportements autant qu'on peut le faire, et sans jugement aucun sur personne. Mais est-ce que ça peut vraiment impacter toi, tes décisions et ton agenda de course? Yes, definitely more and more. I will say at first that being a professional athlete requires using a plane. So whether you race in France and somebody comes here with a plane to race you, or you race somewhere else and you are flying, somebody is taking a plane if you're racing at an international level, and that's just a fact, and that will not really change at any point. But what we can do is, for example, I came here with the train. I paid twice the price of the of a plane. I spent 6 hours in a train, and I could have spent 1 hour in a plane. But you had the chance to catch a train. And I was very lucky. C'est difficile en that ce the train moment was not d'avoir un train. cancelled. So yeah, if I can make a more responsible choice, I do, but unfortunately I specifically am in a position where my family lives in another country, on another continent, so for sure it's something I think about, and I try to minimize when I can, when it's not completely unnecessary. Yeah. Donc Cathy nous disait qu'en tant qu'athlète professionnelle, elle était malheureusement contrainte de prendre l'avion pour se rendre sur ses courses, notamment à l'étranger, même si c'est... Et donc ce qu'elle fait quand c'est en France, parce que maintenant Cathy vit en France, c'est qu'elle privilégie le train plutôt que l'avion. C'est 2 fois le prix et 6 heures de train versus 1 heure d'avion. Mais voilà, elle essaie de rendre ses déplacements le plus responsable possible. Et la petite contrainte qu'elle a aussi, c'est que sa famille vit à l'étranger. Donc malheureusement, elle est aussi obligée de faire face à ces contraintes-là. Mais voilà, elle essaie de faire de son mieux par rapport à ses engagements. Hop. Excusez-moi, ma petite fiche a sauté. Jérôme, j'ai une question sur les coureurs et en l'occurrence les coureuses. Est-ce que tu as en tête le pourcentage aujourd'hui de coureuses sur l'ensemble des courses qui sont proposées dans le cadre de l'éco-trail? On parle de quelle proportion? Oui, donc sur l'ensemble des épreuves, on a à peu près 30% de femmes. Donc encore, la proportion est corrélée à la distance. Donc on a forcément un peu plus d'hommes sur le 80 km, mais en fait on est heureux parce que c'est cette tendance, du moins ça a tendance à se réduire un petit peu, justement, cet écart entre les hommes et les femmes. Il y a de plus en plus de femmes qui font des plus longues distances. Et donc, c'est un vrai bonheur, hein, tout simplement, d'accueillir les femmes sur l'événement. Il faut que ça grimpe encore. Oui, tout à fait. 30% de femmes, effectivement, sur le 80 km. Je sais que sur les premières éditions, on était à peu près à 1 ou 2% de femmes. Aujourd'hui, on est aux alentours de 15 à 20% à peu près sur le 80 km. Donc et puis en plus, en termes de valeur, on a augmenté. Donc il y a vraiment beaucoup plus de femmes sur le 80 km aujourd'hui. Katie, tu semblais dire, en tout cas j'ai entendu que aux États-Unis, en tout cas les proportions, les femmes prenaient plus de place dans le trail, il y avait plus de concurrentes. Est-ce que depuis que tu es arrivé en Europe, est-ce que toi tu vois des évolutions? Comment est-ce que tu imagines que les choses pourraient évoluer pour que les femmes osent, se lancent de plus en plus? Qui peut contribuer à rendre tout ça plus facile et à peut-être changer ou à décomplexer en tout cas cette approche? Yeah, I would say in general, after arriving in Europe, I noticed that generally there's fewer women doing sports, even just jogging after work or something like that, not even competing. My personal opinion is I think that it originates from the children. Like in the US, we all grow up playing sports and it's associated with the school. We just stay after school and play sports with the team at the school. So I know that that's not how it works in France, at least, and in Switzerland also.
So yeah, I think that if there's a way to integrate sports more into the school system, not just the sports class, but really competition and a little bit higher level, I think that can give younger kids confidence and make them more confident as adults to take part in different competitions. Or not even competitions, just be active. Ce que Cathy nous disait, c'est qu'effectivement en Europe, en règle générale, elle constate qu'il y a moins de femmes qui font du sport, même courir après le travail, alors qu'aux États-Unis, le sport il est vachement associé à l'école. Et c'est pas vraiment la manière dont ça se passe en France. Et donc, ce qu'elle nous disait, c'est qu'une bonne manière d'intégrer en fait le sport, ça serait de l'intégrer directement à l'école. Et c'est ce qui pourrait permettre, notamment aux enfants, de grandir en ayant plus confiance en eux pour après pratiquer du sport et de la compétition, mais même sans parler de compétition, plutôt du sport en règle générale. Encore des petites questions un peu tricky à vous poser en bon français. Ça va être un petit vrai-faux. Donc vous avez, là encore, vous pouvez être ensemble, pas de pression. On la joue collectif. Ouais. Il y a beaucoup de pression sur ce podcast. Un vrai-faux donc qui concerne l'Ecotrail, sur des anecdotes, des fun facts qui se sont passés dans le cadre de l'Ecotrail. Du coup, j'ai pas le droit de répondre. Et donc toi, oui, normalement c'est toi qui as la source. Effectivement, j'ai oublié de le dire, t'as pas le droit de souffler. Donc désolé, en fait vous êtes que deux, mais ça va aller très bien. Lors d'une précédente édition de l'Ecotrail Paris, un chien a involontairement pris le départ et a suivi le parcours de 80 km avec les coureurs jusqu'à finir au pied de la Tour Eiffel où son maître l'a retrouvé quelques temps après. Est-ce que ça vous paraît possible? Vrai. True or not, Katie? No. Moi je dis vrai. Ah mince, il faut qu'on soit d'accord. Non, vous pouvez être pas d'accord. C'est pas très esprit trail, mais bon. Tu as raison, Sissi. Effectivement, c'est vrai. Je sais pas si tu as plus d'infos sur le prénom du chien, Pépette, ou non, on n'en sait pas tellement plus. On peut l'appeler Pépette si tu veux, Guillaume, mais effectivement, ouais, il était au départ de l'île Loisir, de Saint-Quentin-en-Yvelines, et on l'a retrouvé, en fait, du moins, les maîtres l'ont retrouvé à proximité de la Tour Eiffel, et il y a eu justement des récits de coureurs après qui me disaient avoir vu le chien sur le parcours, et en fait, ils lui ont donné à manger sur le parcours. Ça il prend les un a chien suivis. des tucs sur la ravito. Ouh là là, attention. Une petite barrière. Petite rafale. Personne n'est blessé. Oui, ça peut manger les tucs, ça peut manger un petit peu. On va laisser comme ça. Ouais. Mais il avait des matériels obligatoires. Oui, il avait des bâtons pour chiens, ok. oui, absolument. Il avait son éco-cup aussi. Indispensable. Et son petit dossard. Bravo, Sissi. Ah mais les chiens sont très à la Réunion, moi je suis surprise, mais les chiens ils peuvent te suivre des heures et des heures sans te connaître et ils sont vraiment résistants quoi. Sans boire, sans manger, ils peuvent faire des kilomètres. Voilà. Il y a une histoire comme ça dans le désert de Gobi aussi, je crois, genre 400 km où un chien a suivi quelqu'un par hasard, un coureur, et qui l'a gardé, qui l'a ramené en Angleterre. Ça, là, l'histoire se prolonge encore plus. Là. Ça je vais sortir les mouchoirs bientôt. Bon, bravo en tout cas. J'ai une deuxième question. Lors de l'édition 2017 du 80 km, un coureur du top 15 s'est fait un claquage à la moitié du premier étage de la Tour Eiffel et n'a pas pu finir sa course. Vrai? Oui, vrai. C'est possible ça? Je vous ai menti, je suis désolé, c'est pas vrai, c'est une invention. Mais c'est pas, alors, à moins que ça existait, trop vrai mais pour être vrai. c'est pas. Il est peut-être resté encore dans les escaliers, mais on vérifie toujours en fin de course qu'il n'y ait plus personne. Mais non, on n'a pas cette info-là en tout cas. Il aurait fini en rampant en fait. Ouais, j'imagine. Honnêtement, ouais. Dernière question de ce vrai-faux. Sur le 80 km de l'Ecotrail, il y a un point d'eau supplémentaire qui a été ajouté à Meudon entre deux ravitaillements. Parce qu'en l'absence de ce point d'eau, les coureurs avaient tendance à aller boire directement dans les étangs et dans les mares. Est-ce que c'est possible ça ou pas? Moi je dirais vrai aussi, parce que j'ai déjà vu des coureurs boire des flaques d'eau. Pour de vrai. Ok. Sur l'Ecotrail. Ah oui. Des flaques. Sissi, expert. Il y a eu des éditions où il a fait très très chaud. 2011 je crois. 2000 ou 2012. Une année où je courais pas, mais j'étais venue pour voir d'autres coureurs. Il y a eu une édition où il a fait très chaud, effectivement, très chaud. et c'est là où on a eu le plus grand nombre d'abandons en pourcentage. Et pourtant, parce que effectivement, en sortie de l'hiver, c'est assez impressionnant pour les athlètes, pour le corps. Donc oui, ça devait à peu près être dans ces eaux-là. Effectivement, je me souviens plus exactement de la date, mais c'est ça. Donc, moi, je dis vrai, parce que je te dis, j'ai déjà entendu des coureurs dire ça. Bravo. Franchement, la reine de la question qui pique ici. Bravo.
Il y a eu du soleil, il y a eu de la neige aussi. Il y a eu une édition où il y a eu de la neige qui a pas mal perturbé 2018, les courses. ouais, ça restera, je pense, Épique, dans on la peut le dire, tête. celle-là Ouais, exactement, épique, dantesque, tout ce que tu veux. Mais ouais, je pense que ceux qui ont participé à l'édition 2018, ça restera gravé à jamais dans leur mémoire, tellement c'était une édition à tout point de vue extraordinaire. Hein. Est-ce que toi, tu as connu des gros imprévus sur la course d'un point de vue organisation? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont dérapé? Il y a eu sur cette édition 2018, en tout cas dans un podcast à cette heure-là de la journée. Sur cette édition 2018, effectivement, moi je me suis retrouvé. Il y a eu une évolution des conditions météo en cours de journée. On n'attendait pas ça. Il y a eu du vent le matin, après de la pluie, ça s'est transformé en neige sur cette édition 2018. Donc les coureurs s'en souviennent, hein, le terrain s'en souvient aussi malheureusement. Et en fait, je me suis retrouvé au premier étage de la Tour Eiffel avec le service d'exploitation et qui nous dit on ferme. Il était 16h. Les premiers arrivaient 1h30 après. Et, ils me disent ils peuvent pas, en tout cas en termes de sécurité, accueillir du public. Et là j'ai dit c'est pas possible, en fait les coureurs sont sur le parcours en train d'en chier. Et je peux pas leur dire quand ils arrivent en bas, désolé, c'est fermé. Et donc on a eu la chance justement que la société d'exploitation de la Tour Eiffel et la ville de Paris nous fassent confiance là-dessus. 49.3 pour faire passer. Voilà, mais pas de politique. Et donc la tour a été fermée au public cette année. Ils nous ont laissé cette immense chance de pouvoir faire accéder les coureurs au premier étage. Donc ça c'était effectivement une première. Une première vraie histoire. Et je me souviens aussi, et ça c'était. Alors je ne sais plus quelle édition, si tu étais peut-être d'ailleurs, c'était il n'y a pas très longtemps, où 2 minutes avant le départ, problème électrique, l'arche se dégonfle. Et il y avait 1 minute de silence à ce moment-là. Et l'arche se dégonfle à un calme absolu, à 2 minutes du départ, on devait lancer. Et là, tous les athlètes qui étaient devant, en fait, sans rien dire, ont retenu l'arche. Et 30 secondes avant le départ, magie, les responsables ont trouvé le problème. Il y avait une petite prise qui s'était débranchée. Et là, ça s'est regonflé et c'est reparti. Et c'est parti. Et là, il y a eu un arc-en-ciel à ce moment-là. Exactement. Une licorne. Je m'en rappelle. 2017. C'est toi, Sissi, l'interrupteur, parce que tu fais quelques gaffes parfois sur les courses. C'est pas toi qui a éteint l'arche ou dégonflé l'arche par erreur? Si c'est moi, je m'en suis pas rendu compte et je suis désolée, mais je crois pas. On va revenir à la course. Sissi, là, ton état de forme du moment, là, entre 1 et 100, tu te dirais 90, je suis plutôt en forme. Après, je vieillis. Donc voilà, on va pas en progressant quand on vieillit. J'ai presque 10 ans de moins que Cathy. De moins? Et de moins, ouais, non, de plus. Et voilà, après... je suis en forme, mais je sais très bien que j'ai pas la vitesse que... le problème à La Réunion, c'est qu'on perd de la vitesse parce qu'on est beaucoup sur des allures de marche. Cathy, je sais pas si tu es déjà à la Réunion, mais c'est voilà, les cirques et tout. Donc voilà, j'ai peur d'avoir perdu en vitesse, mais sinon, je me sens très en forme. Donc voilà, je vais faire ce que je peux avec la forme du jour. L'objectif, c'est en un seul mot, c'est plaisir. Rien d'autre. Ouais, plaisir. Et puis, j'aimerais me rapprocher des chronos que j'ai fait ces années précédentes, qui sont à peu près entre 7h et 7h30. Parfait. Voilà, si le parcours n'a pas changé. Il y a un petit kilomètre et demi en plus par rapport à d'habitude. Donc le parcours, la petite surprise. Ça fait 80,5 cette année le parcours. Et je voulais mettre en garde Katie parce que, comme tu l'as dit dans le palmarès, Guillaume, Sissi a gagné en 2016, en 2018 et en 2021. Donc toutes les 2 éditions, parce que l'édition 2020 a été annulée. Donc attention Katie, on est en 2023, ça fait 2 éditions. Et Sissi se représente. Et toi, Katie, comment tu te sens là au sortir de l'hiver en termes de forme? Tu arrives à estimer dans quelle disposition tu es? But I don't think I can answer on a scale of 0 to 100 because we don't know the limit, so there's no answer. But no, I'm happy with how my training has been going this winter, from skiing and getting back to running more, and yeah, I'm happy with where I'm at. As I said,
I don't know my limits, so that's the interesting part, is just to see where you end up at each race. Donc ce que nous disait Cathy, c'est qu'elle était plutôt contente de l'entraînement qu'elle a effectué cet hiver entre le ski. Elle a quand même pu courir pas mal cet hiver en montagne. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne sait pas effectivement où est la limite. Et donc c'est ce qui va être intéressant sur cette course, c'est d'aller chercher sa limite. Katie, est-ce que de manière générale, tu étudies de façon très attentive les parcours des courses? Est-ce que tu regardes les start lists et les autres partantes, ou est-ce que tu es plutôt détaché et relax plutôt que détaché d'ailleurs? I would say I definitely look at the parcours. Now I don't know English words, but yes, I look at like the profile and the map, just to have in my head. I'm a really like spatial thinker, so I like to have kind of the map in my head so I can think about where I am during the race. And yeah, for sure I went through the aid stations, and I don't know some estimated times, but we really don't know. But in terms of other participants, yeah, for sure. I mean, it's always good to see. For sure, if I see somebody I think will pose like a good challenge, then it makes me more interested in a race, because that's when you can really push your limits. If you know you're going to be on the line with other people who are challenging themselves. But no, it would never. The only thing another participant would make me decide is to come if I see, oh wow, great, there's so many fast women at the start, I really want to be there. But yeah, I was happy to see that Cece and Marilyn and a few other really strong women are going to be there, so I think it will be fun. And of course the men too. Of course. L'instant Salomé. Donc effectivement, Cathy nous disait qu'elle aimait bien quand même regarder le parcours, le profil de la course, la carte pour bien l'avoir en tête et pour qu'elle puisse savoir à peu près où est-ce qu'elle se situe pendant la course. Et que c'est aussi intéressant de regarder la liste des personnes au départ. Et elle est contente de voir qu'il y a quand même quelques femmes et quelques bonnes compétitrices au départ. Donc ça va être sympa. Et des hommes. Et aussi. des hommes. Et aussi, n'oublions pas les hommes. N'oublions pas. Si, tu aurais un conseil pour Katie sur cette course? Je suis sûre qu'elle va prendre du plaisir, je suis sûre qu'elle va être très performante. Moi, je pense que tu peux concurrencer les garçons. Donc, on compte sur toi pour faire une belle place au scratch et puis surprendre plein de garçons. Et puis, un conseil, elle sait mieux que moi courir, donc qu'elle... sur le parcours, sur la gestion peut-être de la fin. Ouais, c'est vrai que c'est une course qui est très roulante au début. Jusqu'au premier ravitaillement, c'est tout chou, ça va très très vite. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est souvent propre au sol. Et le dénivelé commence vraiment à partir du premier ravitaillement, quoi, vers le 30e kilomètre. Et là, il y a des belles bosses qui peuvent bien casser. Et si on part trop vite, on peut le subir après. Donc, faut peut-être un peu temporiser au début pour pas subir. Et puis, pas oublier de s'alimenter, de boire. Parce que quand il fait pas très chaud, on oublie parfois un petit peu de boire et de manger. Mais je lui fais confiance. Moi, je suis sûre qu'elle va faire une très belle course. Et puis, j'espère que je vais la retrouver avec le sourire en haut de la Tour Eiffel et qu'on pourra faire un débriefing autour d'une petite bière. Et pas de claquage au milieu de l'étage. Hein. Non, à demi-étage. Non, mais elle va savourer. Les montées d'escalier sont chouettes parce que c'est l'arrivée, parce qu'il y a beaucoup de monde au pied de la Tour Eiffel. Tu verras, les gens sont à fond et tu vas arriver de jour en plus. Donc tu vas avoir du monde et ça va te porter. Et quand tu es en train de monter, tu as l'ambiance en bas des gens qui te regardent monter et puis tu sens l'ambiance du haut des gens qui t'attendent. Et en fait, quand tu es entre les deux, tu es comme dans ta bulle, en fait, entre les deux, et tu es happé par le haut et par le bas. Et porté par le bas. Il y a vraiment un truc magique, en fait, quand tu es en train de monter les escaliers. Tu passes d'un monde à un autre et c'est ton petit moment à toi que tu savoures parce que tu es arrivé et que, voilà, c'est fini, mais c'est dur, mais voilà, tu as une belle récompense, un sentiment d'accomplissement et vraiment, ces dernières minutes, elles sont vraiment top. Et je me rappelle d'une édition, on était 3 féminines dans les escaliers, une qui arrivait, moi j'étais au milieu et il y en a une qui commençait à monter.
Et du coup, il y avait du suspense parce qu'on était les 3 premières dans les escaliers. Qui a pris l'ascenseur? Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de se tirer la bourre dans l'escalier. Donc, je sais pas s'il y a déjà eu. Je crois qu'il y a déjà eu chez les garçons des sprints dans les escaliers. Mais ça, ça doit être terrible. Ouais, je confirme. Alors, c'est assez rare, effectivement. Et Ouais. puis pour nous, c'est la surprise qu'on sait ce qui se passe jusqu'au pied de la Tour Eiffel. Mais Ça. après, dans les escaliers, on Ouais. ne voit plus rien. Donc on attend le dernier virage pour voir la tête qui va apparaître sur la ligne d'arrivée. Jérôme, on va faire un petit bond dans le temps. On est dimanche, fin de journée. Cet éco-trail, il aura été réussi si quoi? Si les participants sont satisfaits, en fait, tout simplement, c'est notre seul credo, c'est le seul mot d'ordre pour nous, c'est la satisfaction du participant. Donc que chacun prenne du plaisir sur ses courses respectives, que ce soit sur du 10 km jusqu'au 80, qu'il n'y ait pas trop de pépins physiques non plus. Et si on peut avoir en plus une météo qui se gère, qui se stabilise, on va dire, jusqu'à demain soir. Les prévisions sont assez moyennes en creux, c'est ce qu'on Ouais, peut lire, entendre en tout cas de tes propos. C'est assez variable depuis quelques jours, donc on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé demain. Il ne devrait pas avoir de vent déjà, ça. Mais oublie pas ta veste, si. Moi j'ai une question pour Jérôme, si tu me permets. Bien sûr. Qui va peut-être m'aider pour m'équiper au niveau des chaussures. Est-ce que le parcours, tu sais, ce parcours est gras ou pas? Alors, le parcours reste très sec pour l'instant. En fait, il n'a pas beaucoup plu pendant l'hiver, donc c'est sec. Après, il reste encore quelques endroits très ombragés où on peut avoir quelques petites flaques de temps en temps, mais ça reste dans l'ensemble très sec. La pluie de ces derniers jours n'a pas fait son effet. Malheureusement, c'est le réchauffement climatique qui est la cause de tout ça. Mais logiquement, en tout cas, pour répondre à ta question, c'est assez sec dans l'ensemble. Ouais. Ok, parce que c'est souvent la grande question, chaussures de trail, chaussures de route, si chaussures de trail, crampons, pas crampons, on se pose toujours la question. Je pense pas que ce soit nécessaire. Cathy dans la Il y team a pas de des- il y a crampons. des années, Cathy, où c'était vraiment indispensable. Il y a eu des éditions où c'était hyper indispensable, vraiment. J'ai eu quelques questions posées par la communauté Course Épique avant qu'on se dise au revoir, qui nous projettent encore plus loin que dimanche. Comment se passe une semaine de récupération après une course comme celle-là, un format 80 km? Qu'est-ce que vous faites de particulier? C'est du repos toute la semaine? Est-ce qu'il y a quand même un peu d'activité? À quel moment vous reprenez des activités? Est-ce que c'est courir? Enfin, est-ce qu'il faut très vite un peu récupérer et se délasser les muscles? Comment ça se passe les jours après la course? C'est une question de Christine que tu as rencontrée tout à l'heure. Okay. Yeah, it depends on the race and it depends how you feel the next day. If something feels bad, not like the good kind of bad, then it's better to be safe and not push risking anything. But yeah, if you have the normal soreness, I think it's nice to go for a walk, not just lay in bed the whole day, like go for a walk with a friend or like for here I'm going to be in Paris the next day, so it'll be nice to do some touristy walking, maybe take a bike for a little bit. Les bateaux mouches. Have you heard of les bateaux mouches? No. Okay. Okay. We will explain. But yeah, just move a little bit, but nothing, don't push anything, and if you have any question, you should stop. Salomé, avant que Sissi nous réponde. Du coup, Cathy nous disait que ça dépendait finalement de la course et de comment se déroule la course, mais généralement, les jours d'après, le mieux, c'est de ne pas trop pousser, de rester plutôt safe et de partir se balader, pas rester dans son lit, mais partir quand même faire quelques mouvements. Cathy, elle va rester sur Paris après la course, donc elle va peut-être en profiter pour aller se balader, faire quelques tours en vélo, mais voilà, sans trop... en tout cas, son conseil, c'est de ne pas pousser plus que ça après une course. Si, même chose, à la carte. Oui, il n'y a pas de règle du tout. C'est vrai que dépendamment des courses, tu t'es pas fatigué de la même manière, tu récupères pas aussi vite. Moi, je fonctionne beaucoup à l'envie, c'est-à-dire que souvent, je me dis que quand j'ai envie de rechausser les chaussures, c'est que c'est le bon moment. C'est que mon corps a récupéré. Donc, bien sûr, c'est pas le lendemain. Le lendemain, on est cassé, on a forcément des grosses courbatures. Avec l'expérience, on se rend compte qu'on récupère beaucoup plus vite aussi.
Donc si on a déjà 5, 6, 7 ans d'expérience en trail avec des distances longues, on sent que d'année en année, mes premiers éco-trails de Paris, le lendemain, je ne pouvais pas sortir du lit. La deuxième année, ça allait mieux. La troisième année, encore mieux. Et à ma 9e participation, peut-être que je pourrais aller faire un footing le lendemain. J'en sais rien. En tout cas, jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas aller courir le lendemain. Mais c'est vrai que il n'y a pas de règle. C'est vraiment en fonction de comment ça se passe. Et S'écouter. S'écouter, c'est ça, s'écouter. Dans tous les cas, après une course comme ça, on a envie de se faire plaisir, de manger, de boire un coup avec les copains. Voilà, il y a une semaine où on pense à autre chose que le sport et je pense que c'est important, en fait, des fois de déconnecter et de reprendre quand à un moment donné, on se dit, ça y est, c'est le moment. Je sens que l'énergie est revenue. Souvent, c'est aussi l'énergie qui revient. Et quand l'énergie revient, on a envie de se balader, de faire du vélo. Voilà, mais il faut cesser le temps quand même. C'est la dernière question de ce podcast. C'est le motto de la fin pour ceux qui connaissent le format habituel de course épique. Je vais vous proposer 4 motos que j'ai pu collecter au gré des différentes interviews que j'ai pu faire pour course épique. À vous de me dire celle qui est la plus adaptée pour vous. Donc le motto que vous préférez dans ceux que je vais partager avec vous. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. C'est le premier, très poétique. Tu es ta seule limite, un peu plus déterminé. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Alors ça, c'est une citation de Germain Grangier qu'il a emprunté aux Inconnus, voilà, avec un sketch sur une secte, voilà, mais qui est en gros l'idée de se détacher du matériel. Et enfin, plus l'épreuve est difficile, plus je prends du plaisir. Donc suis tes rêves, ils connaissent le chemin, tu es ta seule limite, tout bien que tu détiens est un souci qui te retient, ça c'est celle de Germain, ou plus l'épreuve est difficile, plus je prends du plaisir. Tu es ta seule limite, sans hésiter. Ok. Parce que trop souvent, on se met des barrières. On se croit pas capable d'eux, alors qu'en fait, on est tous capables. Qu'il faut juste se donner les moyens, se préparer correctement et se préparer physiquement, mentalement. Mais on a tous les capacités de faire. Donc, je pense que beaucoup de gens se mettent trop de limites. Donc, voilà. S'enlever de la tête qu'on peut pas faire. J'avais beaucoup aimé celui que tu avais partagé avec moi, qui était, je ne sais pas quoi, mais apprends à danser sous la pluie. Quand il y a de l'orage, c'est quoi? C'était quoi cette citation qui était très chouette? Tu t'en souviens? Oui. En gros, apprends à composer avec les éléments. Quand les temps sont durs, en gros, apprends à danser sous la pluie. En gros, ouais, c'est ça. Souris à la vie et la vie te sourira. Enfin, c'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire positive. De manière générale, il faut essayer de positiver et pas s'enfoncer vers le bas, essayer de voir le côté positif des choses ouais, c'est dans on te reconnaît bien là. Si. Jérôme. En tout cas, dans les 4 que tu proposes, je pense que je vais copier Sissi. Tu fais ta seule limite, effectivement, parce que effectivement, on se met, comme tu le dis très bien, Sissi, on se met beaucoup de barrières. En fait, moi, je cours aussi un petit peu, alors pas du tout au même niveau, mais je sais ce que c'est. On se met beaucoup de contraintes à se dire non, je suis pas capable, c'est pas pour moi, c'est des extraterrestres, ceux qui font des ultras, et au final, il suffit de se bouger un peu, de se donner les moyens aussi, de s'entraîner pour, en tout cas si je parle du monde de la course à pied, et on se rend compte qu'on est assez vite capable de le faire. Et j'aime bien aussi un autre que j'avais entendu dans l'un de tes podcasts précédents, c'est la blessure est éphémère mais le regret de l'abandon est éternel. Je ne sais plus qui l'avait dit, et j'avais eu quelques pépins physiques aussi à l'époque, et puis à force un petit peu avec le mental, ça peut passer, et tu te rends compte que tu te souviens beaucoup plus en fait d'une course où tu as abandonné que d'une course où tu as terminé dans des conditions qui ne sont pas forcément très faciles, mais tu en gardes beaucoup plus de satisfaction derrière. Katie? I will take Germain's suggestion, but partly because I know the reference and because no, I think it is like a funny reference, but I think there's truth in when you hold on to things too tightly, that is eventually what restricts you. I think it can be applied to sport in that sometimes we get too caught up in one aspect. I need to eat this certain thing for breakfast. I need to wear this exact T-shirt or do a certain training, and in the end
it's really a collection of things. It's not one small decision that you make. It's the collection of decisions. It's the collection of experiences that determine how you perform, how you live. Salomé, donc Katie a choisi la citation des inconnus. Elle nous dit qu'elle a choisi celle-là parce qu'elle connaît très bien la référence, étant donné que c'est une référence de German. Elle la trouve marrante, elle la trouve surtout très vraie. Et elle trouve que cette référence, elle s'applique particulièrement bien dans le sport et que l'importance c'est de finalement collecter non pas du matériel mais plutôt des expériences, et c'est ce qui détermine la personne que vous êtes. Une belle façon de conclure ce podcast. On va aller se mettre au chaud, là. On commence à avoir un peu froid, non? Katie, ça va? Bonne idée. Ouais. Si, est chaud. Merci à tous les trois, merci aussi à Salomé. Bonne course, Katie, Sissi, amusez-vous demain. Jérôme, je te souhaite que tout se passe bien, que tous les concurrents arrivent à bon port, en tout cas tous ceux qui l'ont décidé. Merci infiniment pour votre disponibilité, on était bien quand même, on avait froid mais on était bien, il faisait chaud. Je profite de ce moment, j'ai un petit merci que j'ai jamais eu l'occasion d'adresser à Sissi. Je remonte un peu les archives de Course Épique, mais quand Course Épique était un tout bébé podcast et qu'il y avait un seul épisode à son actif, on était en plein confinement en 2020 et j'ai envoyé un message à Sissi. Je pense que Course Épique avait 12 followers sur Instagram. Sissi ne me connaissait pas et a tout de suite accepté d'échanger avec moi. Et voilà, j'ai jamais eu l'occasion de la remercier publiquement pour cette chance qu'elle m'a offert à l'époque. Donc je tenais à le faire aujourd'hui et puis devant le public. Je suis touchée. Merci du fond du cœur pour ta confiance. Guillaume, et merci à toi pour ta confiance parce que je suis là de nouveau à côté de toi aujourd'hui et c'est un plaisir de partager autour de notre passion et voilà. Merci à toi de partager à tout le monde parce que c'est génial. Voilà, on apprend les expériences des autres aussi. Merci pour tout. Merci à tous, à bientôt et merci au public également. Merci. Salut.